Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, le 11 décembre 1960 était un véritable dien bien fou de la politique. En effet, cette date a déterminé le devenir de l'Algérie à partir du moment où la manifestation a éclaté à la veille donc de l'Assemblée générale des Nations unies dédiée à l'étude du droit à l'autodétermination du peuple algérien. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le cadre de votre émission Escale méditerranéenne qui consacre ce nouveau numéro au 11 décembre 1960. Avec nous pour parler du 11 décembre, Kamel Bouguessa, il est sociologue de formation, professeur à l'université, avocat, mais aussi auteur d'un important ouvrage sur le nationalisme algérien, notamment en milieu émigré. Avec nous ce soir pour parler du 11 décembre, un enfant de la Casbah, président de la fondation, de cette médina emblématique. Je voudrais parler de Belkacem Babassi. Enfin, nous avons avec nous aussi Rida Amrani, qui est un enfant de la Casbah lui aussi, et qui s'occupe justement de recherche historique au niveau de la même fondation. Mais comme le 11 décembre a éclaté un peu partout à travers le territoire national, mais aussi et particulièrement au niveau du quartier de Bellecour, il est bien évident que la parole sera donnée aussi aux représentants de cet arrondissement. Et enfin, pour vous permettre de mieux comprendre la dimension de cette date, le VTR que nous allons vous proposer tout de suite va permettre à un historien algérien, je voudrais parler de Dahou Djerbel, qui dirige une revue, Naqd, qui a consacré donc sa dernière livraison au 11 décembre, justement, une date qui avait permis à un historien allemand, dont la contribution se trouve justement dans cette revue, de déclarer que le 11 décembre 1960 en Algérie fut le dien bien fou politique de la caste coloniale française. Je vous retrouve juste après le VTR. En réalité, pour bien comprendre la portée de cet événement, donc il faut revenir au, disons, contexte des années 1959-1960. 1959-1960 est une année terrible pour les maquis, pour l'armée de libération nationale. On sortait de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, avec une destruction de l'ensemble des structures organiques du FLN dans les centres urbains et en particulier à Alger. En quelque sorte, après ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, l'organisation politique du FLN dans les villes était réduite à sa plus simple expression. Et fin 1957, début 1958, commence ce qu'on appelle les opérations du plan Chal. Le plan Chal, sur toute la durée de 1958-1959, va ratisser l'Algérie comme un rouleau compresseur, va ratisser les campagnes et les montagnes en détruisant systématiquement toute forme de résistance armée. C'est avec l'arrivée du général de Gaulle à la tête de l'État français, l'ensemble des témoins et des acteurs de la guerre de libération dans les maquis disent là, la guerre d'Algérie a vraiment commencé. Au fond, donc, il se passe quelque chose, c'est qu'après avoir réduit les villes, le pouvoir d'État français, le pouvoir politique français, par l'intermédiaire de son armée, va tenter de détruire toute forme de résistance dans les campagnes et dans les montagnes.
toute forme de résistance signifie pas seulement la réduction des groupes armés, leur destruction, mais c'est aussi de désarticuler, de désintégrer les formes d'organisation du peuple. Parce que l'armée de libération a réussi, entre 1955 et 1958, à organiser le peuple en monadéline, mousseblines, en cellules clandestines d'information, de formation, de prise en charge des populations, etc. Donc en fait, un véritable embryon d'État algérien était en train de se mettre en place. Et c'est ça qui est évité par le plan Chal. Ce n'est pas seulement de casser la colonne vertébrale de la résistance, qui est l'armée de libération, mais aussi de couper la relation, le lien entre l'armée de libération et le peuple, ou entre le peuple et son armée de libération. Mais aussi couper l'Algérie, la résistance intérieure, de ses forces d'approvisionnement et de soutien dans les frontières. L'île Chal, l'île Maurice, était destinée justement à étouffer les maquis sur le plan de l'approvisionnement, sur le plan du soutien, sur le plan de la communication. Donc était détruite systématiquement, de manière planifiée, brutalement, sans aucune restriction, toutes les formes de résistance, toutes les formes d'organisation et toutes les formes de communication. Les témoins de l'armée de libération, les chefs de wilaya, les chefs de zone, tous sont unanimes pour dire que c'est une période qui a coûté à l'armée de libération plus de la moitié de ses effectifs. Donc au fond, pendant ce temps, il est plus important encore, je le dis, je le répète, l'objectif n'est pas un objectif militaire à proprement parler. Ce n'est pas de réduire l'ALN, ce n'est pas de casser la colonne vertébrale simplement de la résistance. C'est aussi de promouvoir une alternative politique à celle du FLN-ALN. Et donc se préparer en sous-main par le général de Gaulle et ses alliés à l'intérieur du pays et dans certaines formations politiques, une sorte d'alternative modérée, acceptant l'autodétermination dans le cadre de l'Union française. Voilà ce qui était visé. Au fond, la question était tellement importante, la situation était tellement grave pour l'ALN et le FLN que la crise a éclaté à l'intérieur même du rang du FLN et de l'ALN, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Et c'est en juillet 1959, de juillet 1959 à décembre 1959, s'est tenue la réunion des 10 colonels. Les 10 colonels que comptait l'armée de libération à l'intérieur et dans les frontières se sont réunis pour trouver une issue. Et cette réunion des 10 colonels qui a duré plus de 6 mois, près de 6 mois, donc a débouché sur une tentative de sortie de l'impasse. Cette tentative de sortie de l'impasse, c'était de donner toutes les forces, tous les moyens et tous les hommes disponibles qui étaient aux frontières, de les faire rentrer à l'intérieur. Et que la direction devait rentrer à l'intérieur. Mais cela n'a pas été possible en raison même de la ligne Maurice et du plan Chal. Et donc la situation était devenue dramatique. Comment sortir de cette impasse? En même temps, le général de Gaulle, voulant promouvoir sa solution politique d'une transition vers une sorte d'indépendance de l'Algérie dans la dépendance par rapport à la France, avait mécontenté les Européens d'Algérie. Les Européens d'Algérie voyaient dans la politique d'autodétermination promue par le général de Gaulle une tentative de se débarrasser de l'Algérie et de se débarrasser de l'Algérie française. Et donc les partisans de l'Algérie française s'organisent, ils créent le Front de l'Algérie française pour pouvoir faire pression sur le gouvernement et éventuellement renverser le gouvernement du général de Gaulle. Et ils commencent à organiser en Algérie des semaines des barricades
à Alger, dans le tunnel et ailleurs. Il commence à organiser en Algérie des manifestations dans les grandes villes au cri de Algérie française. Jour et nuit, l'Algérie française. Et donc, le général de Gaulle décide d'aller faire une tournée en Algérie pour promouvoir sa politique, rassurer les Européens, comme quoi ce n'était pas un abandon de la France de l'Algérie. Et là, elle est très mal reçue par les manifestations d'ultra-français, d'ultra-européens, partisans parfois de la sécession de l'Algérie par rapport à la France pour qu'elle reste française. Et là, les éléments proches du général de Gaulle vont essayer d'organiser dans les villes par où passe le général de Gaulle des manifestations qui font contrebalancer la pression exercée par les Européens. Donc ils appellent les Algériens à venir manifester sous le slogan « l'Algérie algérienne ». Donc partout, des gens sortent et manifestent avec des pancartes pour l'Algérie algérienne. Donc, voilà. Donc, on se répond et puis il y a des affrontements. Mais dans ces affrontements, ce sont les Algériens qui sont réprimés, ce n'est pas les Européens. Et cela va crescendo, ça monte en puissance, l'affrontement, le désordre, les manifestations, au fur et à mesure que de Gaulle approche d'Alger. Et c'est le 11 décembre que tout bascule. Le 11 décembre, tout bascule parce que la manifestation déborde le cadre qui lui était donné. La population d'Alger sort partout, surtout dans le quartier de Bellecour, l'Aqeba, dans les autres quartiers, en particulier aussi la Casbah, mais aussi dans les périphéries d'Alger, dans les faubourgs d'Alger. Les manifestations débordent les services d'ordre et commencent à menacer la présence européenne dans ces quartiers, et donc on tire sur la foule. Du coup, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, ordre est donné à toutes les unités militaires qui sont dans les campagnes, qui sont dans les montagnes, de se rabattre sur la ville. Enfin, l'ALN peut respirer. Et elle se reconstitue rapidement. Toute la politique du général de Gaulle concernant la destruction de tout ce qui pouvait être partisan d'une Algérie indépendante, d'une indépendance totale, a échoué. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que le 11 décembre, c'était le Dien Bien Phu de la politique du général de Gaulle. Comme le Dien Bien Phu du Vietnam a été le Dien Bien Phu militaire de la présence coloniale française en Indochine. Nous venons donc de voir ce reportage où l'accent a été mis justement sur la déclaration d'un historien allemand qui avait donc comparé le 11 décembre 1960 à un Dien Bien Phu de la politique, un Dien Bien Phu qui avait emporté les aspirations voulant maintenir l'Algérie sous le joug colonial. Nous avons donc suivi avec attention l'intervention de l'historien Dahou Djerbel. Alors, je voudrais m'adresser à Kamel Bouguessa pour connaître sa réaction et son sentiment sur cette comparaison qui a été faite par l'historien allemand. Je crois que cette comparaison révèle en vérité toute l'importance des événements et des manifestations de décembre 1960 qui sont considérés par un certain nombre d'historiens comme le grand tournant de la révolution algérienne et des relations entre l'Algérie combattante et la France coloniale. Grand tournant parce que, en vérité, les événements du 11 mars 1960 sont concomitants à un autre événement qui est celui de la conférence de l'Organisation des Nations Unies qui avait finalement voté pour le droit à l'autodétermination. C'est dire que, si on appelait ça un grand tournant, cela veut dire que ça a été l'entrée vers
la solution négociée et vers l'indépendance de l'Algérie. Mais ce ne fut pas aussi simple. Le général de Gaulle a mené une politique qui fut souvent non dépourvue de contradictions et d'avancées et de recul. Et les ultras et l'armée française, n'oublions pas que le 13 mai 1958, le gouvernement français a dû faire face au complot, au fameux complot du 13 mai 1958, qu'à ce moment-là, les enjeux étaient terribles parce que la division avait commencé entre ceux qui rêvaient encore d'une Algérie sous le joug colonial français et ceux qui espéraient arriver à l'indépendance. Donc, tous ceux qui soutenaient cette solution, que ce soit du côté algérien ou quelquefois un peu du côté français. Un sondage très peu connu et qui n'a pas été publié du tout en France avait révélé, ça a été tenu au secret, avait révélé que les 2/3 des métropolitains étaient favorables à une solution négociée avec le FLN. Donc, l'événement du 11 mars 1960, c'est une nouvelle page dans l'écriture de l'histoire algérienne. Et comme vous l'avez souligné, cet événement qui est très peu connu, sur lequel de véritables recherches historiques n'ont pas encore commencé. Elles viendront, je l'espère. Et les recherches historiques sur cet événement, les historiens qui doivent, les jeunes surtout, les jeunes qui doivent se pencher sur cela, auront la difficulté d'affronter la question des archives. Parce que sur cet événement particulier, nous avons quoi? Nous avons les archives du GPRA, nous avons les archives françaises, qui ne sont pas encore accessibles, et nous avons les témoignages de tous ceux qui ont vécu l'événement et qui peuvent apporter un certain nombre de vérités, d'événements, de choses vécues qui donc sont considérées comme une source non négligeable. Sur les archives du GPRA, Allah yarhamou Abdallah Ben Toubel avait révélé, quand je lui avais posé une question à la conférence qu'il avait faite, la première, il y en a eu 3 sous la période du président Chedli, sur ce qu'il savait des archives qui étaient en notre possession, et particulièrement des archives qui étaient à Tunis. Alors, il m'avait révélé qu'il y avait des kilomètres de microfilms. Il avait donné le tonnage des archives qui ont été rapatriées dans des lieux, disait-il, qui étaient inaccessibles jusqu'à présent, à l'époque et même jusqu'à présent. Et donc, ces archives peuvent nous révéler, en tout cas, toutes les opérations de négociation qui ont été initiées par le FLN à cette période. Et sur l'importance de la conférence des Nations Unies, je me souviens d'une petite divergence entre moi-même et vous sur le nombre de voix qu'il a fallu pour obtenir le vote de la majorité des membres de l'ONU pour l'autodétermination algérienne. La conférence qui s'est passée avant a échoué, selon mes lectures, à 1 voix et selon vos lectures, à 3 voix. Parce que le FLN n'avait pas été suffisamment préparé pour mener une campagne diplomatique suffisamment efficace et qu'ils avaient aussi négligé un petit peu les pays de l'Amérique latine. Oui. Alors qu'au contraire, les Français avaient fait vraiment le plein d'une action diplomatique. Par l'intellectuel français André Malraux, qui avait réalisé plusieurs centres culturels, notamment au Mexique. Voilà, en Amérique latine. Donc le FLN, finalement, a tenu compte de cet échec et il s'est rattrapé en obtenant un succès éclatant
à la conférence, à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc en obtenant le droit à l'autodétermination, et c'était la porte ouverte vers l'indépendance. Donc c'est ce qu'on peut dire pour l'événement, pour situer l'événement et les difficultés ou l'absence d'écriture historique sur cet événement qui, je le répète, a été qualifié de grand tournant dans la révolution algérienne. Alors, un événement qui a été qualifié de grand tournant, qui avait été rendu possible grâce au ralliement des voix latino-américaines, et ce travail a été fait d'une manière intelligente par l'abbé Berenguer, un chrétien algérien donc, qui avait de profondes amitiés au niveau de l'Amérique latine, et grâce au soutien de Fidel Castro et de Che Guevara, avait pu donc faire un travail de sape qui lui a valu donc l'animosité, bien sûr, de la caste coloniale française. Il avait donc battu en brèche tout ce qui avait été à l'époque réalisé par Malraux. Et bien sûr, comme pour le 11 décembre, les écrits sur l'abbé Berenguer se font fort rares, et il faudrait que nous puissions, à travers donc, cette expérience vécue par le FLN dans des pays latino-américains, ressusciter, disons, certaines choses qui ont été faites et qui avaient démontré à l'évidence que le FLN n'était pas pour la division de l'Algérie, bien au contraire, il laissait la porte ouverte de manière à tous ceux qui vivaient en Algérie puissent donc contribuer à la libération du pays. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison si des Juifs, des chrétiens, qu'ils soient algériens ou français ou d'autres pays, avaient apporté à l'époque leur contribution. C'est Belkacem Babassi. Le 11 décembre n'est pas venu comme ça. Le 11 décembre, c'est une suite d'événements, et si vous pouvez me permettre une minute, je dirais que c'est pendant le semestre, ou le dernier semestre en quelque sorte, de l'année 60, où il y a eu une succession d'événements, de faits, etc. D'abord, l'approche de la session de l'ONU, EDIN, l'examen donc de la question algérienne sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans l'Algérie. Ensuite, ça c'était le 7. Ensuite, il y a eu les turbulences et les agitations du Front Algérie française, le bébé de l'OAS, c'est-à-dire, ou le père de l'OAS, voilà, le père de l'OAS, qui ont commencé à faire donc des provocations et puis des klaxons avec les notes Tahoum, allant jusqu'à Pellecourt, du côté de l'actuel cercle de... Mais aussi... Le cercle du CRB, voilà, pour être plus précis. CRB, puis il y a eu les barricades, tout ça, les partisans de l'Algérie française. Donc il y a une série de turbulences, l'inquiétude des Pieds Noirs, enfin, ou des Français d'Algérie, et l'attention du peuple algérien d'une manière générale. Le peuple algérien était fixé sur les Nations Unies, et les autres tournaient autour de ce que De Gaulle va dire. Ensuite, il y a eu le Conseil national de la Révolution qui a décidé de créer ce qu'on appelle l'état-major. Et Boumedienne a été donc nommé chef d'état-major. Cela suppose donc que c'est une structure militaire organisée, tout ça, qui donne encore plus d'appui aux actions du GPRA. Ensuite, la Croix-Rouge internationale, elle porte à la connaissance des participants aux Nations Unies un rapport accablant sur les tortures et les assassinats commis dans les différents centres de regroupement. Il y avait plus de 15 000 ou 30 000 centres de regroupement. Ça a ébranlé un peu au sein, et ça a servi bien sûr d'argument pour la délégation algérienne. Ensuite, il y a eu Debré qui avait déclaré
il est du devoir de tous les alliés. Debré, alors Premier ministre. De Gaulle. Du général de Gaulle. C'est un devoir de tous les alliés d'aider la France à demeurer en Algérie. Donc c'était clair, net, il n'avait pas l'intention de la quitter. Il y a eu les barricades des Pieds Noirs et leur échec. Les instigateurs comme la Gaillarde, Ortiz, tout ça, ils prennent la fuite en Espagne, la Gaillarde est arrêtée, mais le plus important, c'est les méfaits de Godard, le fameux Godard, un des chefs des Bloodshops, qui a été relevé de ses fonctions. Et Argout, qui était responsable de la propagande et l'action psychologique, avait été également muté en France. Mais la France n'avait nullement l'intention, malgré tout cela, ils avaient gardé l'espoir de garder cette Algérie. Pourquoi? Parce qu'on a continué les expériences nucléaires ou atomiques, gerboises, blanches, rouges, bleues, c'est-à-dire toutes les expériences arganes ont été menées pratiquement pendant ces périodes. Farhat Abbas, et vous l'avez si bien dit tout à l'heure, avait fait un appel aux Pieds Noirs. Il aura dit à ce moment-là, construisons ensemble la République algérienne. C'est-à-dire que déjà, comme vous l'avez dit, la porte était ouverte vers un travail probablement commun. C'est-à-dire... un Mandela avant l'heure. Exactement, il l'avait dit. Et la tournée des propos de De Gaulle, où il dira « La France restera en Algérie, je veux une victoire complète. » De ce fait, il ferme la porte à la paix. Il avait donné des instructions. Beaucoup d'Algériens pensent, oui, De Gaulle, c'est lui qui nous a donné l'indépendance, c'est une erreur. De Gaulle avait espéré une victoire totale sur l'ALN et le FLN en donnant les moyens les plus colossaux et inhumains à Charles et consorts. Ça, d'une part. D'autre part, cette vision de l'Algérie algérienne pour créer un trouble, pour essayer de faire passer un message sur lequel peut-être il pensait plus tard, a connu un effet à Intemouchent, où on entendait Algérie française, mais d'un autre côté, pour la première fois, Algérie algérienne ou Algérie musulmane, avec l'apparition d'un drapeau vert et blanc. Il n'y avait pas d'étoile à ce moment-là et tout. Bon, je tiens à dire que pendant les manifestations, d'une manière générale, il n'y a eu que 4 morts à Oran et chez nous, 55. Oui, pratiquement 55 000. 55 000. Alors, le 9 décembre, De Gaulle va à Intemouchent, je l'ai dit. On répond, il y a toute une manœuvre qui se répercutera ensuite sur Bellecour avec le fameux capitaine Bernard de la SAU. Alors, afin d'influencer le vote de l'ONU, le peuple algérien se devait de se faire entendre et l'occasion va lui être donnée parce que, comme je l'ai dit plus haut, c'est surtout les provocations et notamment celles qui ont eu lieu à Bellecour devant le cercle où des Algériens ont été molestés et 3 Algériens. Et il y a eu une réaction immédiate de tous les Algériens et ça a commencé le 9 comme ça. Et moi, j'étais donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été chargé de remettre des vêtements, des médicaments et tout ça au docteur Chelha qui était derrière le Monoprix, plus exactement à l'angle de la rue Julienne, qui est devenue, je vais me rappeler le nom du Shahid, et où les Babassi habitent. Donc là, ça a commencé et ça a pris de l'ampleur, le 9. Le 10, bien sûr, ça a commencé à dépasser les bornes, etc., où j'ai rencontré Mhidim Bentir, et on a commencé à confectionner les banderoles, les barricades, etc., etc. C'est la rue Zikara. La rue Julienne est devenue la rue Zikara. Pourquoi? Dans cette rue, il y a eu un affrontement sanglant de tous les Algériens qui descendaient des hauteurs de Bellecour, d'Al-Barod, de Deniaoukulchi, et les Pieds Noirs qui ont tiré sur les Algériens. Il y a eu donc une intervention de certes. Il y a eu des événements, une succession incroyable. Les échauffourées, là. Et c'est là que le fameux capitaine Bernard, c'est ça, Talay Saïd Bellecour, a commencé à faire son jeu. Il poussait les gens à crier Algérie algérienne. Il venait au secours des Algériens malmenés, comme les paras qui devaient exécuter une vingtaine d'Algériens. Ils allaient les exécuter et il est arrivé, il a essayé de les sauver. Tout ça pour gagner un peu la sympathie, aidé en cela par les fameux Bloodshops, etc. Je reviendrai sur les noms des participants, ceux qui ont géré, et comment Sizoubir,
Rochai Boualam, a tenu sa réunion à Cuba pour encadrer tout cela. Alors, la question qui s'est posée, et je termine pour laisser M. Amrani en parler, la question qui s'était posée, c'est est-ce que c'est spontané? Est-ce que c'est vu et organisé? Nous verrons ça tout à l'heure. Faut-il préciser que durant toute cette période, pour faire en sorte que l'ONU puisse valider les espoirs de la caste coloniale, pas moins de 187 000 supplétifs algériens ont été recrutés. Les services psychologiques français avaient tourné des films de manière à démontrer que le peuple algérien était avec la France, et le 11 décembre 1960 a été l'occasion pour ce même peuple de démontrer à l'évidence qu'il ne voulait plus du joug colonial et qu'il aspirait donc à recouvrer sa souveraineté nationale. C'est Reda Amrani. On était jeunes et on suivait et on traduisait même ce qui se disait. Et donc, on suivait pas à pas. Et cette manifestation de Témouchen, on s'en souvient. Puis la manifestation Mostaganem, puis à Chlefal, à Orléansville à l'époque. Puis après, il y a eu l'explosion de la manifestation de Bellecour. Mais nous, à la Casbah, on subissait tous les soirs les concerts de casseroles et de klaxons Algérie française, de tout Bab el Oued, de toute la rue d'Isly, la rue des quartiers européens. Et ça remontait vers nous. Tous les soirs, on était abasourdis par les manifestations des Pénoirs Algérie française. Et vous avez ça. Je parle de la Casbah. Le samedi 10 décembre, on entend parler des morts de Bellecour. Et on était tous vraiment mobilisés, on était même effarouchés. De quel droit les pieds noirs font ce qu'ils veulent, on ne leur tire pas dessus. Voilà une manifestation qui se déclenche à l'Aqiba, et voilà les morts, les premiers morts du 10. C'était le 10 décembre, le samedi 10 décembre. Le lendemain, 11 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on était à l'angle de la rue de la Casbah. Je vois descendre tout un groupe, et je le dis pour l'histoire et pour les archives, parce que les archives parleront un jour. Il ne faut pas qu'on se raconte des choses. Mais on est fiers de ce qu'on a fait. Parce qu'au départ, un groupe de jeunes qui descendent de Bab Jadid, c'est des enfants de Bab Jadid, j'en connaissais 3 personnellement. Ça ne va pas plaire à certains. Ils étaient venus me recruter en juin, juillet et août pour le MNA. Ils étaient 3, avec les archives, les documents, les livres du MNA. En août, ils ont insisté. Ils m'ont ramené chacun 3 attestations. Ils m'ont dit, on te ramène 7 attestations. Rentre avec nous. Elle était signée du général Durand, je donne le nom, chef d'Alger Sahel, daté de juin 1960, caserne d'Orléans. Et donc, c'était ce groupe de jeunes que je connais, l'actuel Ali Khoudja. Je le dis pour l'histoire et pour les archives. Et donc, je les vois descendre avec aussi ce qu'on appelle les jeunes frères des Bleus, les gens de la Bleuite. Je vois tous ces gens-là et qui descendaient Algérie algérienne. On a manifesté, on a tous suivi. On les a suivis. À côté de Sidi Abdelrahman, il y avait une patrouille de Zouaves qui ferme la Casbah. Eh bien, tant qu'on disait Algérie algérienne, presque ils applaudissaient. On a essayé de descendre vers Bab el Oued, petit blanc, un indicateur avec sa Simca rouge, décapotable, il me dit, on va vous tuer. Je vous assure, je me suis faufilé derrière, je suis allé derrière les WC de Droj lycée, comme on appelle, et je vois qui vont vers le lycée Emir Abdelkader. Eh bien, j'aperçois à la porte du jardin Marengo les chevaux de frise, et il y avait les paras qui étaient par terre avec des 24-29 dirigés. Ils nous avaient dit, attention, ils vont vous massacrer. Je suis retourné vers la manifestation à côté Qaout Saïd, à côté de Sidi Abdelrahman. J'ai dit, les paras, ils sont là, ils vont nous tuer. On a refoulé, on est reparti. Sidi Abdelrahman, on a pris le premier drapeau, c'était l'étendard de Sidi Mansour, vert. Ni drapeau vert et blanc, vert avec l'ayat al-Kursi, l'Arabia, en dorure. On a manifesté avec ce drapeau jusqu'à 3 heures de l'après. À 12h30, rue Saint-Vincent-de-Paul, on a changé on est passé d'Algérie algérienne à Algérie musulmane. Et on voulait dire vive le GPRA, parce qu'on était fiers de notre gouvernement. Puis ça ne passait pas. Mais lorsqu'on a dit Abbas au pouvoir,
je vous assure, vers midi et demi, parce qu'il fallait contourner la rue Boutin où il y avait le poste militaire. Et on est descendu de l'autre côté, Jam' Ansara. Et là, et on est descendu la place des Martyrs, l'actuelle place des Martyrs. On avait notre drapeau, et c'est là où on a crié Algérie musulmane et Abbas au pouvoir. À 2h40, on voulait partir vers la rue d'Isli. À ce moment-là, on était 700 ou 800 jeunes au moins. Et c'était des jeunes entre 12 et 19 ans. Et qu'est-ce qui est arrivé? Juste après le virage de la rue Randan, Qaout Ben Kanoun, 2 half-track, c'est-à-dire pneumatiques devant, les chenilles à l'arrière, blindées, se sont mises à nous arroser avec des mitrailleuses 12-7. Chaque half-track avait une tourelle. Et là, je vous assure, sur le pavé, c'était devenu rouge de sang. Et j'étais tombé avec les jeunes, j'ai perdu connaissance. On a eu un minimum de 40 morts. À 14h40, je le dis pour l'histoire, pour les archives. Et voilà une manifestation que la SAU de Bab Jdid et de Souk el-Jema'a avait lancée pour la 3e force pour soutenir De Gaulle. Eh bien, on l'a prise en main, on l'a détournée et on l'a transformée en manifestation algérienne du FLN. Et c'est là où on a une... Pour terminer, quand on s'est réveillé, il y avait les restaurants qui vous ont fait des premières infirmeries d'urgence. Les gens, attention, on n'a emmené aucun blessé à l'hôpital de Mustapha. Je le dis pour l'histoire, pour les archives. Les HBM du ruisseau, les paras, les blessés arrivés à l'hôpital de Mustapha ont été achevés. Eh bien, en face, en dessous du cabinet médical du docteur Ousdiq, qui était au 15 ou au 13 rue Randan, et il y avait un bain-douche avec des matelas. Eh bien, ce bain-douche a été transformé en infirmerie d'urgence. Mais je vous assure que 90% des blessés sont morts parce que c'était des balles explosives. Merci Reda Amrani. Nous allons, bien sûr, dans ce deuxième reportage qui va vous être proposé, parler justement de ces manifestations. Ont-elles été spontanées? Ont-elles été programmées? Les avis divergent. Les théoriciens des défaites et de la négation vous diront que ce sont des manifestations spontanées, alors que la proximité de la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies sur la question algérienne prouve à l'évidence qu'elle était loin d'être spontanée et qu'elle avait été programmée dans le but, comme le soulignait Reda Amrani, de faire voler en éclats le travail initié par les supplétifs recrutés par De Gaulle pour démontrer à l'opinion internationale que le peuple algérien était avec la France. Je vous invite donc à suivre attentivement ce que va nous proposer un des héros de cette manifestation de Bellecour, parce qu'il est impossible de parler du 11 décembre sans faire référence à ce quartier emblématique. Donc, Mahid Mbentir va nous livrer ses impressions, d'autant plus qu'il a été cité par notre ami Belkacem Babassi. À tout de suite. Ben, ça s'est déclenché avec précision, fougue et, comment dirais-je, l'âme de révolutionnaire. J'avais 24 ans, je travaillais à l'ORTF, grâce à Jacques Bedos. Et, la télévision française. C'était la télévision française et on était en grève. On était en grève et il y a les frères Amrani, sur ordre du FLN. Ils m'ont dit, Mahidine, toi tu es connu à la télé, tu chantes en français, mais je couche fique. Malgré que tu es en grève, voilà, on veut les banderoles, puisque tu es décorateur, et on veut que tu t'occupes des barricades. Et comme j'étais connu à la télé, et dans le milieu sportif, le Wydad de Bellecour, j'ai réuni tous mes amis, les 4 frères Amrani. Allah yarhamou Hassan Hussein a été tué par l'OAS. Achour, il est mort récemment, Allah yarhamhum.
j'ai reçu l'ordre du FLN, de la Wilaya 4, ils m'ont dit, tu vas nous faire les barricades, c'était mes premiers décors des barricades, et les banderoles. Et ben, alors, il y avait tous mes anciens athlètes, il y avait Hamid Nouraï, il y avait Ahmed Tanto, il y avait Beloui, il y avait les frères Badawi, et les femmes, enfin, je m'excuse, il y avait même Dido Krimo. Dido Krimo, il y avait Biona, elle était jeune. Il y avait mes 4 sœurs, Atiqa, Farida qui était secrétaire de Ben Yahya à Moscou, la plus jeune maquisarde, elle avait 14 ans. Et il y avait Malika Gaïd, notre voisine. Il y avait, parmi les femmes, il y avait Taglit, Zahia Taglit, Aqila, les jumelles, de toute la famille Taglit. Inch'Allah, Yissemhouli, Beloui, Gezraoui, tous les élèves, l'Afkir, ceux qui étaient avec moi, c'est le professeur Alouesh. Donc, on a monté les barricades, plus les banderoles. D'ailleurs, les banderoles, on les voit dans les journaux télévisés. Ça a déclenché la première barricade, c'était 8 rue de Cambrai, Dardelsi. Ça a été vraiment avec fougue, on criait l'Algérie indépendance. D'ailleurs, on retrouve les banderoles, les photos des banderoles, on les retrouve au musée de l'armée. Ça m'a fait un grand plaisir de les retrouver 60 ans après. Alors, moi, je suis pour la vraie histoire. J'aime pas les gens qui usurpent l'histoire. Alors, les slogans qui étaient à l'époque déclamés ont été donc proposés par le FLN. Non, c'est inné. Comme je suis poète dans l'âme aussi, j'ai écrit « Vive l'Algérie indépendante »,« Vive le GPRA »,« Vive le FLN ». Eux, ils m'ont dit de faire des banderoles sans me donner de titre. Hein. J'ai trouvé moi-même. et j'ai pris tous les... Vous savez, les marchands qui vendaient de l'Khodra. Donc je les ai transformés en barricades. J'étais le Gavroche de l'époque. Et il y avait des youyou, des femmes. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais un don de Dieu. Abdelkader Taglit, qui était champion de boxe, poids léger, il me dit « Enlève-moi le bleu, tu me mets vert, blanc, rouge ». Et moi, à l'époque, je dessinais mes Salih el-Hadj, et il m'a dit « Pour te récompenser, je t'emmène voir le Zaïm, Abou Zerea ». On a offert le portrait du Zaïm. Il m'a félicité, je me rappelle de ce mot, il a dit « Cette barbe, je l'enlève quand on aura l'indépendance ». Et il y a 15 jours, sa fille me dédicace son livre sur son père. Elle m'a dit la même chose. Il m'a dit la même chose, sur la coïncidence. Alors ça s'est passé quand exactement? Le 11 décembre, on a préparé la veille. Moi, j'ai préparé la veille les banderoles. Ils m'ont averti la veille. Hein. Parce que les frères Amrani, leur beau-frère, étaient responsables de la Wilaya 4, où il y avait le commandant Azdin aussi. Je raconte un peu ce que je viens de dire. Ça s'appelle 11 décembre 60, la première barricade. Nous avons brandi nos banderoles en criant derrière nos barricades. Ils en frappaient sur leurs casseroles, Algérie française, et tiraient des obus de la rade. Les bombes éclatent dans nos cimetières. Sidi Mohamed L'Aguiba Belcourt, bastonnade des CRS sans critères, lacrymogènes envoilés nos jours. C'est dur de remonter la pente du 11 décembre 60, malmené dans la tourmente par des soldats de la honte. Je raconte à mes enfants, le 11 décembre 60, mon esprit remonte le temps du 11 décembre 60. Et derrière les barricades, des slogans d'indépendance. Les quartiers battent la chamade contre les bourreaux de la souffrance. Partout comme un feu de poudre, algériens qui se soulèvent. Nos doyens ont su résoudre liberté après les grèves. CRS, OAS et PARA contre les femmes, les hommes et les enfants. On se soulève sans embarras avec le you-you de la révolution. Si ma mémoire remonte le temps, avec mes frères des barricades, pas d'impôt pour les 132 ans qu'on leur doit. On garde bien nos bois des arcades.
Mademoiselle, Monsieur, nous revoilà donc en présence de nos invités qui sont ce soir Kamel Bouguessa, sociologue, auteur d'un ouvrage important aux origines du nationalisme algérien, un ouvrage qui consacre la part belle à l'immigration et au rôle qu'elle joua dans la prise de conscience nationale. Avec nous, Belkacem Babassi, président de la fondation Casbah, féru d'histoire, puisqu'il s'intéresse énormément à tout ce qui caractérise le passé de notre peuple, témoin ces magnifiques émissions au niveau de l'Bahja, Tahouis Aftarir, si mes souvenirs sont bons, et Reda Amrani, qui est donc vice-président au niveau de la fondation Casbah. C'est Kamel Bouguessa. Ce fut un acte spontané, ce fut au contraire un acte mûrement réfléchi. Quel est votre sentiment à ce propos? Ça me rappelle les débats timides au début, toujours dans l'ombre sur les événements du 8 mai 1945. Moi, en politique, je ne crois pas à la spontanéité, sauf sur des événements tout à fait mineurs, des initiatives qui ont éclaté à la suite de ceci, cela, une injustice, etc. Ça peut exister. Mais sur un événement comme celui du 11 décembre, qui n'était pas confiné seulement à Alger ou à la Casbah, mais ces manifestations, qui étaient très importantes, se sont déroulées dans plusieurs villes d'Algérie. Très juste. Donc, dans plusieurs villes d'Algérie, pratiquement le même moment, la même journée, je ne pense pas qu'on puisse soutenir l'idée que ce fut un événement spontané. La deuxième raison... Comme ce fut le cas pour le 1er novembre 1954. On avait prétendu à l'époque que le premier coup de feu a été tiré dans les Aurès, alors que ce premier coup de feu a été tiré à Zéhorreur dans plusieurs villes du pays. Exactement. Je ferme la parenthèse. Exactement. Et j'espère que les sources, que les archives, tôt ou tard, vont s'ouvrir. Il faut libérer l'histoire. Il faut la laisser parler les archives, laisser parler les témoins, créer un climat un bon climat pour que cette histoire soit connue de la jeunesse algérienne, qui est complètement coupée de ces choses-là. Et il faut donc libérer l'histoire, qui est ligotée, qui est toujours... certaines séquences sont vraiment tenues dans l'ombre d'une manière délibérée. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, des archives, des tonnes d'archives, qui sont les archives du gouvernement provisoire de la République algérienne de l'époque établie en Tunisie, qui sont venus au niveau de l'institution militaire, du ministère de la Défense, et qui a dû sûrement les mettre dans une des institutions, peut-être spécialisées ou pas, mais qui sont à notre portée. Nous revendiquons l'accès aux archives françaises, nous sommes d'accord, nous sommes pour, mais nous pouvons aussi libérer les archives pour nos étudiants, pour la mémoire historique, reconstituer la mémoire historique de ces événements qui ont quand même marqué en lettres de sang l'histoire algérienne. Donc je pense que le moment est venu, nous sommes peut-être même en retard, d'ouvrir les portes des archives de la mémoire collective. Donc le deuxième élément, le deuxième point, je ferme la parenthèse, le deuxième élément qui plaide pour une non-spontanéité de cet événement, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est concomitant. Les événements du 11 décembre 1945 sont concomitants avec une action nouvelle pour la révolution algérienne, c'est l'action au niveau international. Or, sur le plan international, à part la première participation à Bandung en 1955, première participation, sans avoir le statut de représentant. Une deuxième fois, il y a eu aussi une possibilité pour les Algériens d'être présents
lors de la conférence d'Accra, et la troisième où c'est la première fois que l'Algérie a le statut de représentant à Monrovia. Donc, et où ils ont commencé à avoir un appui de la part des Africains. À Monrovia, c'était les 9 premiers pays indépendants d'Afrique qui ont soutenu le droit du peuple algérien à disposer de lui-même. Donc, plus l'action dont on a parlé rapidement tout à l'heure, de la diplomatie algérienne, où se sont formés, où se sont distingués les premiers diplomates algériens, Mohamed Yazid Allah yarhamou, et bien d'autres, et qui ont effectivement contrecarré, qui ont fait un travail vraiment très important aussi. Avec Chanderly et les autres. Et je pense que même peut-être le ministère des Affaires étrangères doit avoir des archives là-dessus qui devraient libérer, lui ou en tout cas des autres ministères, et qui pourront nous donner un certain nombre d'éclairages très importants sur cette action qui a été fatidique, qui a été extrêmement, qui a été nodale, je dirais, puisque ce travail a quand même aidé à l'obtention d'un vote majoritaire pour le droit à l'autodétermination algérienne. Donc quand on a un certain nombre d'éléments comme ceux que je viens de citer, on ne peut plus croire à la spontanéité. Moi, j'étais tout jeune, la mémoire m'est revenue, en 1960, je me souviens des manifestations qui étaient très importantes. Alors, nous étions jeunes et sous l'égide un peu de nos aînés qui ont organisé la manifestation. Les Français étaient les Français étaient sur les dents. On nous a coincés, je me souviens, au niveau du cimetière chrétien. Et exactement le même topo qu'a décrit M. Amrani. Les soldats étaient avec des Alptrac, avec des 12-7. On a eu un bonhomme qui était l'ancien gardien du cimetière, un homme assez brun, qui était courageux, mais qui était un peu fou. Moi, j'étais jeune, il a commencé à prendre et à nous demander de prendre. Il y avait des briques qui étaient cassées, des morceaux de briques et de les envoyer sur les Alptrac. Et bien, la réplique ne s'est pas fait attendre. Dans jusqu'à présent, il y a encore les balles, les traces des balles sur l'angle, un des angles du cimetière chrétien de Sétif, et en face, le mur. Donc, il y a eu une rafale extraordinaire. Lui, il a parlé des balles explosives. Moi, j'étais toujours très impressionné par ce 12-7, la mitrailleuse 12-7, parce que les balles c'est des balles vraiment... Bon, on l'a échappé belle. On l'a échappé belle. Et je ne sais pas s'il y a eu... J'étais trop jeune, je ne sais pas s'il y a eu des blessés, des morts, etc. Mais vous avez parlé de Tiaret, vous avez parlé d'Oran, monsieur... Babassi, et donc à Guelma, donc c'était pratiquement des villes à l'est, au centre, à l'ouest. Comment peut-on soutenir l'idée que, et devant un événement grandiose qui était l'Assemblée générale des Nations Unies, n'oublions pas que tout un travail, une tradition s'est forgée, même toute jeune. Le mouvement jeune algérien avait envoyé un mémoire à la SDN, Issa Ali Hadj, pendant la période de l'Étoile nord-africaine. Qui avait précédé l'ONU. Qui avait précédé l'ONU, voilà. Société des Nations. C'était déjà l'émir Khaled en 1919, à la conférence de Versailles. Ça, il a envoyé. C'est l'émir Khaled. C'était lui qui les présidait. Qui demandait le droit à l'autodétermination. Le petit-fils d'Abdelkader, le capitaine émir Khaled pour les jeunes. Et Messa Ali Hadj avait envoyé aussi, sous l'égide de l'ENA, quand il était président de l'ENA, la deuxième partie, quand ils se sont libérés un peu de la mainmise des communistes, et ils ont envoyé un mémoire aussi à l'ONU, à l'ONU après. C'était à l'ONU, et cette tradition s'est perpétuée avec le MTLD. Avec le MTLD, il y a eu un mémoire aussi qui a été envoyé. Le mémoire qui a été envoyé en 1948 à l'ONU. Voilà. Mais l'étoile nord-africaine, c'était la Société des Nations qui a été dissoute après la Deuxième Guerre mondiale. Non, Reda n'a pas peut-être tort parce que Messa El Hadj, enfin l'étoile nord-africaine,
avait réclamé l'indépendance du pays déjà en 1927 à Bruxelles à l'occasion d'un congrès anti-impérialiste. 1927 exactement. Non, écoutez, j'ai consacré une thèse à cela. Je crois, mais c'est en 1927. Si vous avez des archives, c'était Abdelkader Hadj Ali, président de l'Étoile nord-africaine, et Msali El Hadj qui est devenu en 1927 secrétaire général. Je crois que c'est en 1927 c'est en 1927 au congrès de Bruxelles sur le colonialisme. Excusez-moi, au palais d'Egmont. Voilà. À Bruxelles, en 1927, Msali Hadj était secrétaire général de l'Étoile nord-africaine et c'est lui qui avait été chargé, alors que Hadj Ali était encore président de l'Étoile nord-africaine, mais Hadj Ali avait commencé une divergence, il y avait une divergence entre lui et les patrons de la commission coloniale du Parti communiste français qui s'occupait du travail au sein de l'immigration algérienne. Et il avait une divergence avec ces gens-là et les dirigeants de la 3e internationale communiste qui voulaient une alliance avec tous les partis qui étaient anti-impérialistes. Et donc, eux, ils ont eu une participation à la création de l'Étoile nord-africaine. Et aussi au Vietnam. Et aussi au Vietnam, où il y avait le Parti anamite de l'indépendance et où il y avait Ho Chi Minh qui avait été muté à Moscou en 1923 et qui a dirigé tout le travail anticolonial. Et c'est à peu près, il y a une très forte ressemblance entre le Parti de l'indépendance vietnamien et l'Étoile nord-africaine. Donc je maintiens que une petite tradition a commencé à se forger pour recourir à l'arme diplomatique, pour recourir à l'opinion internationale et les manifestations. Et pour revenir aux manifestations du 11 décembre 1960, ça a été des manifestations qui appuyaient le travail et l'action diplomatique, surtout à une date fatidique, à une date tournant. C'est justement l'Assemblée générale des Nations unies qui a fini par accéder et par donner, par voter le droit à l'autodétermination et donc le droit au peuple algérien de disposer de lui-même lors de sa tenue. À juste raison, spontané ou pas spontané, les témoignages sont formels dans certains cas, surtout chez les acteurs principaux des événements. C'est-à-dire, il y a d'un côté les FIDA, enfin l'organisation FLN, et d'un autre côté, la zone 6, Wilaya 4, qui a dépêché Zoubir, donc Rocher, Boualem, et même Brouaguia et tout ça, pour encadrer la population bellecourtoise, pour ne pas dire plus loin, afin d'éviter véritablement des effusions de sang grandioses, parce que les moyens y étaient. La 12-7, c'est 7 cm, c'est la balle infernale. Mais quand on écoute, c'est Bouraoui, qui est président de l'association du 11 décembre, qui a fait une longue déclaration à ce sujet, lui parle de spontanéité. Bien, il doit y avoir quelque chose en toile de fond. Mais le constat qui a été fait sur place, c'est cette provocation des fronts Algérie française permanente. Il ne faut pas oublier que la rue de Lyon, donc Belouizdad, était occupée surtout par des familles pieds noirs qui tiraient à partir des balcons, etc. Alors, on peut dire entre le 10 et le 11, c'est là où ça s'est enflammé, notamment avec l'assassinat de Cheikh Hadim, qui a fait déclencher, véritablement, parce qu'il a été enterré grandiose, mais vraiment, la mat, Chabli, Youyou, tout ça. Ça a fait que beaucoup d'éléments ont commencé à converger vers Bellecour, puisque ça a commencé également au Clos Salambier, le Madania, donc Kouba, Dar Saada, France. Oui, partout. Puis après, allez, on avance, ça c'est El Harrach, Boubsela, la Glacière, et puis bien sûr, après Reda viendra la Casbah, mais Climat de France, la Cité Pérez, il a akhiré. Donc c'est tache d'huile. Le mouvement a fait tache d'huile. Revendiquer, c'est moi qui ai fait remuer tel ou tel secteur, moi je dis que c'est pompeux, c'est trop. Parce que si on voit Bellecour, il y a eu Bouraoui, bien sûr, et il y a des gens qui ont joué un rôle très important,
comme les frères Rouli, Zoher Abdellatif, hein, Ahmed El Kaba, Abdelkader Sindbad, il est monté sur une Vespasienne pour haranguer les gens qui étaient au cinéma. Les gens sortis du cinéma ne comprenaient pas réellement ce qui s'est passé. Entre-temps, il y avait Bouhala, Razoul, etc. Mais tout de suite, ça a commencé avec Monoprix, Willa Ahmed, ensuite Simca, Kelvinator, les différents dépôts, des Bata, tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une voiture qui a échappé donc à ce qu'on appelle aux émeutiers entre eux. Mais en haut aussi, à Saint-Lombier, il y a la pompe d'essence qui a été brûlée, la chasse au pied noir, jusqu'à vouloir rentrer à Diyar al-Mahsoul, dans les immeubles d'Diyar al-Mahsoul, et n'eût été l'encadrement de la réunion, c'est-à-dire quand Cheikh Zoubir a fait la réunion, Cheikh Missa à Kouba, avait donné les instructions pour encadrer, et là, toute la partie militante enfin, de Bellecour a été mise en contribution pour encadrer et surtout faire des drapeaux. Ordre a été donné de confectionner à toutes les femmes et toutes confectionner le maximum de drapeaux parce que c'est ça qui pouvait faire. Et là, il y a eu des gosses qui ont joué un rôle important. Amrani a parlé des gosses aussi bien de la Casbah que nous tous. Mais il y a eu des gosses qui ont joué parce que le gosse, ce n'est pas peut-être une imprudence, mais un désir de se manifester comme le petit Behloul Sadq qui a été rafalé. Il a été rafalé à la où on fabriquait les allumettes, rue d'Amoura ou Cosmil. Et puis ensuite, il y a eu la kyrielle de gamins comme Salih Awatiqi. Parce que les plus grands accrochages aussi ont eu lieu du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et c'est là où la petite Ouatiqi a reçu le petit Marawi aussi. Une balle. Donc, Hadi en bas. Chaque commune a livré. En haut, tu as le petit Marawi, 10 ans. C'est incroyable. Un gamin qui voit un para essayer d'enlever un drapeau à une jeune femme de 18 ans et n'en pouvant pas, il la rafale, elle lâche le drapeau et le gosse qui était assis au pas de la maison, c'est-à-dire qui court, qui ramasse le drapeau, il se met de la partie. Vous avez Bayzid à Al-Harash, qui a été donc lui aussi rafalé. Vous avez ce gosse qui est à la cité Maya qui est monté sur un poteau pour accrocher l'ilm. Et il a été rafalé. Quand il est tombé, les paras l'ont enroulé dans son propre ilm et ils l'ont mis sur le capot de la Jeep, ils l'ont baladé dans tout l'Harash. C'est véritablement des actes d'héroïsme comme ce gosse Tobel. Un CRS a été délesté de son pistolet. Il s'est plaint et il se lamentait, parce que quand on perd son arme, quand on est militaire, c'est un problème. Eh bien, le jeune Tobel, 15 ans, a été vers les manifestations, il a réussi à récupérer le pistolet qu'il a rendu au CRS. Dans ces gestes, il y a eu quand même pas mal de symboliques qui ont fait que aussi bien les CRS que tout ça, ils ont eu quand même un moment de réflexion. C'est pour ça que, on ne leur met pas trop sur le dos, en réalité. Mais c'est les paras qui ont commis beaucoup d'assassinats à cette époque-là, aidés par tous les salopards, les Belotchov, les machins, etc. S'agissant de cette spontanéité, j'ai un témoignage de gosse. J'avais 12 ans à l'époque, à la Casbah, à Bebjdid plus exactement. Et c'est pour cela que je refute cette thèse de revanchard ayant appartenu à des organisations politiques qui n'étaient pas pour le 1er novembre 1954 et qui ont essayé par tous les moyens de diminuer le rôle du FLN du 1er novembre 1954, que ce soit bien entendu. Eh bien, je me rappelle, chez moi, je faisais des va-et-vient entre Bebjdid et la place de Chartres pour acheter des rubans verts et blancs 10 jours avant le 11 décembre, pour acheter du tissu de manière à ce que les femmes de là où j'habitais puissent confectionner des drapeaux. Et le jour J, c'est-à-dire le 11 décembre, j'ai assisté à la manifestation puisque
il y a un jeune plus âgé que moi qui est tombé. C'est l'Assas de Bebjdid qui avait tiré sur nous. Qui avait tiré sur nous. Et donc, nous étions encadrés par des adultes discrètement armés. On voyait le revolver dépasser et qui nous incitait à ne pas sortir du cadre, à garder la tête froide pour que la manifestation réussisse. C'est clair. Donc ça ne peut pas être spontané, Reda Amrani. À la cité non, Pérez, au Climat de France, c'est juste en face du groupe TEN, à dominance pied noir. N'eût été les encadreurs, et je peux citer quelques-uns, Omar Ben Abdelrahman, tout ça, n'eût été leur intervention, eh bien la population aurait déferlé sur ces immeubles et on aurait assisté à quelque chose de très grave. À aucun moment, je n'ai dit que c'était spontané. Ce que j'ai dit que la manifestation du matin du 11 décembre, rue de la Casbah, puis rue Marengo, puis rue Randon, puis rue... était lancée par la troisième force, et je maintiens ce que je dis parce que l'histoire, les archives vont sortir un jour. Les archives de Michel Debré sortent. C'était lui, celui qui dirigeait l'organisation. Et en fait, maintenant, nous comprenons. La France voulait prouver qu'il y avait une Algérie algérienne face à la délégation algérienne du FLN qui était à New York en train de dire non, l'indépendance et le droit à l'indépendance des Algériens. Le scénario, donc ce que je dis, c'est que nous avons détourné cette manifestation. Nous l'avons prise en main et nous avons sorti les arguments et nous avons dit Abbas au pouvoir. Et nous avions, après la fusillade de 14h50, 14h40 à la rue Randon, eh bien, spontanément, l'organisation s'est mise en place. Elle n'est pas sortie comme ça. Un hôpital de fortune a été installé, les médecins ont été rappelés, les infirmières de la Croix-Rouge du boulevard de Verdun, les Algériennes, ont été ramenées. On avait des infirmières pour soigner les dizaines de blessés. La nuit, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la soirée? L'organisation s'est mise en place, les femmes se sont mises à coudre les drapeaux. La nuit, ça a passé les youyous. Au lieu que ce soit la manifestation casserole des pieds noirs, c'était toutes les terrasses de la Casbah où ça chantait, il y avait des youyous, Algérie musulmane. Toute la nuit, on a barricadé les rues de la Casbah. La Casbah s'est installée en commune libérée pour empêcher les patrouilles de l'armée française de rentrer. Le lendemain, vous voyez toutes les terrasses de la Casbah avec un drapeau. Qu'est-ce qui s'est passé? On a repris les manifestations le lundi 12 décembre vers 10h à la rue Marengo, puis rue Randon, la place Djem Alihout. Là-bas, on est monté. Et c'était des gosses, 3 gosses sont montés pour planter le drapeau sur la synagogue. Qu'est-ce qui est arrivé? L'hélicoptère venait et a tiré sur... Moi, un gosse qui n'était pas le troisième qui était sur le rebord, était touché, est tombé devant nous. Ça a été un massacre. Puis après, un deuxième hélicoptère tournait autour des terrasses. Et là où il y avait un drapeau, il tirait sur les femmes qui étaient dans les terrasses. Le 12 décembre, beaucoup de femmes sont mortes ou ont été blessées. Et les gosses, là aussi, devant moi, moi je le dis, le 12 décembre, vers 10h30, 11h, il y a eu à Djem Alihoud, la place du marché, 3 jeunes qui avaient accroché le drapeau. À 11h30, on nous a amenés. On était des lycéens qui savions parler l'anglais, soi-disant. On nous a amenés à la rue Boutin où il y avait toute une délégation de journalistes qui étaient encadrés par des militaires français en dessous. C'était les zouaves du poste de la rue Boutin. Eh bien, on nous posait des questions. Moi, quelqu'un qui m'a dit, voilà, il parle anglais. C'était un journaliste américain. Alors, j'allais lui parler en anglais. Il me dit, parlez en français, mais doucement. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous dites, vous refusez Algérie algérienne? On dit, on ne refuse pas Algérie algérienne. On était... Nous, on dit, nous avons notre président, Abbas. Il faut que De Gaulle négocie avec Abbas. Eh bien, on l'a dit ouvertement. On dit, c'est ce que nous demandons et rien d'autre. Et il y avait un militaire qui était en civil, parce qu'on le voyait, il avait une coupe à la brosse et tout. Derrière, il est venu et a dit, il n'y a pas que le FLN, il y a aussi le MNA. Alors, je vous assure, quelqu'un a commencé à lui répondre, et moi je lui ai dit, on est tous Algériens ici, on a un seul gouvernement, c'est le GPRA, et c'est avec lui que De Gaulle doit négocier. Mémoire et histoire.
tel est l'intitulé donc de cette dernière partie de notre émission. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits sur le mouvement national et en règle générale, ils relèvent de témoignages, d'expériences vécues. La place de l'historien est quelque peu réduite à sa plus simple expression puisque, à défaut d'archives, la mémoire à elle seule ne peut pas honnêtement favoriser une écriture de l'histoire idoine, puisque chacun raconte sa propre histoire. Alors, pour parler justement de ce rapport entre la mémoire et l'histoire, je pense qu'il n'y a pas plus indiqué que notre ami Kamel Bouguessa pour justement nous proposer un éclairage, d'autant plus qu'il est sociologue de formation, qui a écrit, je le rappelle, un livre très intéressant sur le mouvement national, aux origines du nationalisme séparatiste. Et c'est un concept qui a été utilisé, et il faut le souligner, pour la première fois dans l'historiographie de ce pays, parce que à la base déjà de la prise de conscience, il y a le séparatisme politique qui a permis justement au mouvement national de connaître un essor considérable, qui a permis donc au FLN de déclencher le 1er novembre 1954. Alors, Kamel Bouguessa, vous-même aviez été confronté à ce problème de mémoire, puisque dans vos enquêtes pour l'écriture de votre thèse, vous aviez rencontré énormément de difficultés, particulièrement auprès de Lamine Dbarine, qui fut un grand révolutionnaire, un monsieur qui a apporté une pleine contribution à l'échelle du mouvement national. Vous est-il possible de nous en parler? Oui, c'est une question primordiale, particulièrement lorsque on est confronté à une histoire qui, en majorité, s'est déroulée de manière clandestine. Prospecter le background de ces partis politiques, depuis l'étoile nord-africaine jusqu'à l'indépendance, ce n'est pas facile. Parce que sur un terrain où les militants n'avaient pas la possibilité d'apparaître, y compris dans les événements du 11 décembre 1960, c'est assez compliqué, c'est assez complexe. D'autant plus que ce couple mémoire-histoire, c'est un peu à l'image des couples. Ça peut quelquefois marcher, et il y a aussi très souvent des anicroches ou des oppositions. La mémoire, elle est sujette à l'oubli. Ça dépend, on peut témoigner après un événement 50 ans après, 1960, c'est déjà 53 ans. Les gens qui sont appelés à témoigner là-dessus, on a des oublis, on a des troubles, on a des séquences qui ne sont plus présentes. Et donc ça pose un problème pour tout le monde, hein, que ce soit l'écriture de l'histoire de la Révolution algérienne ou d'autres histoires, d'autres pays. Ça ne vous rappelle pas ce qu'avait déclaré Boudiaf Allah yarhamou Sa'aleh? Attendez qu'on ne soit plus de ce monde pour écrire l'histoire que vous n'aviez jamais vécue et pour vous fabriquer de hauts faits que vous n'aviez jamais connus. Et l'histoire, oui. Et l'histoire aussi, son écriture, de tout temps a été un enjeu. Ça a été un enjeu, l'histoire a toujours été un enjeu de pouvoir. Elle a d'ailleurs commencé, quand elle est apparue, en tant que servante du pouvoir, servante d'un roi, pour magnifier certaines de ses campagnes ou certaines de ses victoires, ou même raconter des fausses victoires, etc., afin de maintenir le peuple en l'état.
Donc, l'aspect complexe pour nous, pour l'histoire de l'Algérie et du mouvement nationaliste, c'est que on n'a pas d'archives, on n'a pas beaucoup d'archives. Et quand il y a des archives, la grosse partie est aux mains de la France, et l'autre partie, pour l'autre part, au sein de nos institutions, est cadenassée. Donc l'historien, il est mal parti. Et dans les histoires de clandestinité, c'est-à-dire pour investir le background de partis politiques, tels que les nôtres, là aussi, les archives, des fois, il n'y a pas toute la vérité dans ces archives. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans la clandestinité. Dans une discussion tout à l'heure avec M. Amrani, il me disait, sur son oncle, qui était membre responsable dans le PPA-MTLD, que le militant ne devait avoir aucun papier. Si on l'attrape, si on le fout, il doit être... Tout est dans la tête. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de... Donc ça, c'est vrai. Et ça fait que ça donne un peu de l'importance au témoignage. Sauf que le témoignage, il est aussi sujet, comme l'avait évoqué tout à l'heure M. Babassi, etc. Il y a des gens qui veulent tirer les choses de leur côté. Moi, j'ai fait, c'est moi qui ai déclenché, c'est moi qui ai fait, c'est moi... Ça, c'est humain. Ça s'est trouvé dans toutes les révolutions, y compris la française. Et donc, l'historien est confronté à cet écueil, à ces problèmes. Mais on ne peut pas se passer de ça. Parce que l'historien aussi a développé un certain nombre de méthodes pour essayer de filtrer ces témoignages, essayer de faire des confrontations. Ils étaient en réunion à 4, il prend le témoignage de ces 4, il essaie de couper les trucs, de poser des questions. Pour les 22. Il y a une très grande controverse qui dure jusqu'à l'heure présente. Voilà. Et encore, regardez comment la mémoire, l'histoire et la mémoire sont sélectives. On parle beaucoup des 22, 21 ou 22, mais on oublie que c'était le début d'une révolution. Combien étaient-ils engagés dans les différents points du territoire national? Combien? On m'a dit 350. C'est peut-être plus. Et qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'on ne parle que de ces 22? Les autres ne sont pas des déclencheurs. Ne sont-ils pas des déclencheurs du 1er novembre? Donc là, jusqu'à présent, on n'a jamais posé ce genre de problème. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Et la mémoire et l'histoire sont donc un couple qui des fois s'arrange et qui des fois sont opposés les uns avec les autres. Je voudrais juste peut-être rajouter un point, c'est que sur les manifestations du 11 décembre 1960, il y a une chose importante qui aussi qu'on peut intégrer dans ce qu'on a appelé le tournant, c'est le changement de stratégie du FLN-ANL. Le changement de stratégie, parce que là, vous l'avez abordé tout à l'heure, et ça mériterait peut-être 2 ou 3 émissions, la politique du général de Gaulle a été une politique en dents de scie. Il était d'un côté plus ou moins, plus ou moins tenté par l'autodétermination, mais de l'autre côté, il a augmenté les effectifs qui étaient devenus 400 000 soldats, plus 40 000 soldats des commandos de choc, ça fait 440 000, ne parlons pas des supplétifs, etc., c'était un effectif considérable. Et il a organisé aussi les fameuses opérations jumelles, diamants bleus, pierres précieuses, etc., qui ont essayé de broyer les troupes de l'ALN et qui ont commis beaucoup de dégâts. Ce qui explique le fait qu'avec la conjonction d'un travail, d'une action diplomatique avec l'Assemblée générale des Nations Unies, on a changé stratégiquement l'endroit du conflit des Djebel, que le général de Gaulle voulait nettoyer, dans la ville. Et la ville est devenue, elle, une partie prenante avec les manifestations et avec aussi l'encouragement et l'envoi de jeunes fidèles
ici à Alger, hein, et qui sont venus des différentes wilayas limitrophes. Personnellement, je conserve dans la famille un certain nombre de photos des fidèles du Sétifois. Un autre ancien responsable des mouvements fidèles ici dans la Kasbah, qui est originaire de Djidjel, m'a parlé de l'organisation, a témoigné sur l'organisation et sur aussi la réception d'un certain nombre de jeunes qui étaient venus pour donner main forte au mouvement fidèle. Et sur le terrain, il y a eu beaucoup d'attentats et pas mal d'embuscades. Tout à l'heure, monsieur Babassi a parlé des camps de regroupement. Les camps de regroupement, puisque vous parlez des zones rurales, donc de ce changement stratégique dans les villes, effectivement, la majeure partie de la paysannerie a été regroupée dans ces camps de regroupement. Il y a une excellente étude de Michel Cornatan sur les camps de regroupement, et dans laquelle, finalement, on a vidé l'environnement de son eau pour étouffer les militants révolutionnaires de l'ALN. Et donc, ça aussi, ce sont des choses qui ont... Excusez-moi. Je termine. Ce sont des choses qui ont permis, justement, ce revirement stratégique de la campagne, des zones rurales, vers la ville où s'est déplacée la révolution. Mémoire et histoire, Belkacem Babassi. Oui, bon, mais ça n'a pas y réussir parce que, je vais vous dire une chose, n'eût été toujours le 11 décembre, etc., qui a permis, tout comme la bataille d'Alger, qui a mobilisé 80 000... Tout comme la grève des 8 jours. Voilà, donc qui a mobilisé 80 000 hommes, ce qui a permis aux wilayas voisines, c'est-à-dire la 4, la 3, tout ça, de respirer. Le 11 décembre aussi a permis parce que les coups de boutoir donnés à l'arrivée de De Gaulle, etc., ont fait, avec les zones interdites, avec tout ce dont on a parlé, a fait que l'ALN se trouvait dans une situation très difficile, et notamment en 61, et je sais de quoi je parle. En 61, c'était véritablement, je peux dire entre guillemets, le désespoir. N'eût été la bravoure, l'abnégation, tout ça, et puis le fait qu'il fallait absolument se fondre dans des petits groupes de 8, 9, 10, et ne pas rester en Katiba ou en Fail, comme on dit. Donc c'était des petits groupes qui pouvaient se mouvoir aisément, et puis bien sûr se dissimuler aisément. Et ensuite, quand il y avait quelque chose à faire d'important, le contact était pris, et puis c'est le regroupement pour faire une bataille, etc. Mais n'oublions pas qu'avec tout ça, cet étouffement, c'était très difficile de bouger, et l'armement qui n'arrivait pas, ces fameux convois de mulets, tout ça, sur 40 mulets, il y en avait que 3 qui arrivaient, parce que le barrage, l'aviation, tout ça. Je puis vous assurer. Alhamdoulilah, c'est-à-dire et puis toutes les organisations clandestines a fait que nous avons franchi avec le cap de 61 et presque pas au milieu de 62, c'était un peu avant, ça a permis. Et là, De Gaulle a compris qu'il n'y avait rien devant ce peuple qui était décidé à se défendre. Et quand on fait l'analyse, l'erreur de Gaulle, c'est ça. Il a cru en cette Algérie algérienne liée à la France, de Dunkerque à Tamanrasset, etc. Jamais il a pensé dans son fort intérieur à une Algérie indépendante avec son drapeau réel, etc. Tous les ingrédients ont été mis pour casser cette révolution vers la fin. Alhamdulillah Rabbi Saadana. Et il y a eu quand même une force, le GPRA, l'action politique, l'action citadine, tout ça. Et puis le revirement aussi des soldats du contingent, les manifestations à Paris, le métro Charonne, et tout cet ensemble de données qui a fait que De Gaulle n'en pouvait plus. Et c'est là. Et puis l'attentat, 2 attentats contre lui. Donc, un en Algérie, un au Petit Clamart. Donc, il n'avait plus aucune raison de défendre ces défendeurs de l'Algérie française, puisque... Et voilà, donc, moi, je pense que je vais terminer en rendant hommage aux enfants de Bellecour, parce que ça a démarré là-bas, qu'on le veuille ou non. Moi, j'étais là-bas le 9. Le 9,
le matin, il n'y avait rien. Mais l'après-midi, ça a commencé à grouiller. Et ce n'est que tout de suite après que le regroupement s'est fait que ça s'est déclenché. Je ne dis pas qu'ils sont mieux que la Casbah ou autre. Je dis qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et là, Hélène, le groupe Tassizoubillah Rahmou, les fait des éléments, entre autres. Bon, le chef d'Azanci, c'était Sizoubil, c'est Khirdin. Mais des instructions ont été données aux encadreurs qui étaient armés, n'allaient pas devant les manifestations pour ne pas se faire arrêter ou se faire descendre à cause de l'armement. Donc, mettez-vous un peu en retrait tout en encadrant. C'est une organisation extraordinaire, hein, qu'on le veuille ou non, et gloire à nos martyrs. Vous allez nous donner, vous aussi, donc, le point de vue de quelqu'un qui était sur place, comme l'a fait M. Babassi. Mais pour la jeunesse, pour les jeunes Algériens, n'oublions pas que ça a démarré aussi dans d'autres villes algériennes, et c'est ça aussi la force de cette organisation, FLNARM. Donc ça s'est passé sur tout le territoire algérien. Et ça, nous le savions. Donc, ce qu'il faut... À l'époque, nous, on vivait ces événements. Je vous assure que... Entre la mémoire et l'histoire. Voilà, donc nous, on a vécu. Je donne l'expérience, le vécu. Nous, on a vécu cela. Au moment où ça se passait, on a vu l'organisation s'installer. Je vous assure, la nuit du 11 au 12, on a vu l'organisation. Quand on dit spontané, on a détourné cette manifestation, on l'a prise en main. Mais par la suite, on oublie qu'il y a eu aussi une grève et des manifestations le 5 juillet 61. Donc entre décembre 60 et juillet 61, toute une organisation s'est mise en place à travers toutes les villes d'Algérie. On a, comme l'a dit Babassi, on a soulagé les djebels. Les maquis ont été soulagés. Vous pouvez lire ça aussi dans la littérature, dans les centurions, Boisferras, qui combattait sur les maquis et il apprend qu'il faut retourner en ville pour combattre le FLN qu'il avait éradiqué des villes. Et il le dit. Et donc, par désespoir, il finira par se suicider, dans le livre Les Centurions. Donc, le 5 juillet 61, il y a eu une manifestation. Et à ce moment-là, il était prévu. Il fallait voir la beauté de ces drapeaux qui avaient été bien préparés, c'était bien centré et tout. Et dans toutes les villes d'Algérie, il fallait manifester pour l'unité territoriale du pays. Donc l'organisation s'est installée. Maintenant, à l'ONU, il y a eu une course contre la montre entre les Français et le GPRA. Les Français voulaient avancer leur troisième force, leur Algérie algérienne. Le GPRA, moi j'ai le témoignage d'un des membres de la délégation du GPRA à l'ONU. Il m'a dit, c'est l'Arbid Maglatrous, qui lui était avec Bekrim Belkacem, ministre des Affaires étrangères, et qui s'occupait de cette délégation. Et lui, il avait toutes les délégations arabes et musulmanes à travailler dans les couloirs et tout. Il m'a dit, c'était plus qu'un verre d'eau au milieu du désert. C'était les manifestations du 11 décembre ont été pour nous la clé du succès du vote du 15 décembre. Donc un acteur à New York qui dit les manifestations auxquelles il ne s'attendait pas. Regardez donc ce que tu as dit, toi. La délégation française. Tu sais ce que c'est. Ça veut dire le mot, le diem bien fou politique. Merci Reda. D'autant plus que madame, mademoiselle, monsieur, beaucoup de gens ne sont pas loin de penser que la véritable date de l'indépendance nationale ne fut pas le 5 juillet 1962, mais le 11 décembre 1960. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect du problème. Quant à moi, je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée avec l'espoir de vous retrouver donc un samedi sur deux à partir de 21h, donc dans 14 jours. Mais je n'oublierai pas quand même de remercier les invités de l'émission qui sont Kamel Bouguissa, historien, sociologue, avocat aussi, Belkacem Babassi, président de la fondation Casbah, et enfin Reda Amrani, vice-président chargé de l'écriture de l'histoire et des archives au niveau de cette même association. Au revoir.